Togo Info, le Togo à votre portée. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères Isidore Sassou Akolor, le journal Actu Express, Napokura, Francisco de Tampa Express. On sera rejoint ensuite par Acha Ibrahim et Olivier Adja. Nous parlerons, et vous vous en doutez, de la situation nouvelle qui va éclipser l'actualité peut-être, c'est pas trop, au Niger, puisqu'il y a un nouveau coup d'État. C'est finalement une épidémie de coups d'État en Afrique et dans la région. C'est le Gabon qui prend, son petit relais, coup d'État en cours. L'épidémie de coups d'État en Afrique, le mal est plus profond, c'est la question aujourd'hui. L'Afrique est toujours une curiosité en la matière. Ce sont des questions que je poserai à mes confrères en studio ce matin. Naturellement, nous reviendrons également sur l'enseignement supérieur. Et la licence et le master sont devenus des examens nationaux dès la rentrée prochaine. Est-ce que l'État a les moyens véritablement aujourd'hui et nécessaires pour faire face aux différentes implications? C'est le sujet qu'on va aborder avec les confrères en studio. Bienvenue chez moi. Nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères. Bonjour Francisco Napokura. Oui, bonjour cher Rigoteur. Ça va bien? Oui, ça va. À la togolaise, bien sûr. Ça me dit quoi la togolaise? Voilà, je me situe souvent quand on entend comme ça. Ça va, coup de tête. Ah ouais, ça va. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour Eric, bonjour aux confrères en studio. Ça va? À la togolaise. Pour dire tout simplement que ça va et il n'y a pas trop de problème. Même si, oui, même si intérieurement ça ne va pas. C'est la précision. C'est la précision. D'accord. Bonjour Isidore, je vous demanderai pas si ça va ou pas. La réponse. Ça va togolaisement bien. Bonjour Eric, bonjour confrères, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Et nous allons continuer par ce sujet. On s'est tous réveillés ce matin là-dessus, l'actualité au Gabon, qui va faire taire un peu ou qui va faire oublier un peu les putschistes nigériens. On va s'intéresser à ce qui se passe au Gabon. C'est finalement une épidémie, Francisco. Macron l'a déjà dit il y a quelques jours, oui, que nous assistons à une épidémie de coups d'État dans la région. Mais bien avant, je voudrais, disons, saluer respectueusement un de nos doyens, anciens doyens, Jérémy. Il était caméraman à la TVT, il est présentement à la retraite. Okay. Disons qu'hier dans la journée, il avait prédit que quelque chose pourra se passer avant, disons, la proclamation des résultats. Alors, ceux qui nous ont suivis hier à la radio peuvent aussi imaginer à peu près, que nous avions dit ça à peu près qu'il faut que l'Union africaine se réveille tôt, avant que peut-être quelque chose ne se passe encore au Gabon, pour qu'on assiste à ces balais, voilà. Alors, puisque vous avez salué M. Jérémy, que nous saluons aussi à la radio, je voudrais saluer aussi M. Jean-Claude Diobon, il est arbitre international. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et donc nous le saluons chaleureusement sur la radio, qui serait aussi un fidèle auditeur. Alors, Jean-Claude Diobon, joyeux anniversaire à vous. Alors, revenons sur le sujet, le Gabon. Allez-y maintenant. Oui, le Gabon, il faut reconnaître, ça n'était de trop. Parce que avec le Gabon, non seulement la longévité des Bongos au pouvoir, s'ajoute également l'état de santé du président, qui visiblement, on peut dire, qui est pris ou bien qui est chosifié. Parce que quand on voit la personne de Ali Bongo, son état de santé, oui, quand on voit son état de santé et la manière dont on le pousse, disons, au suicide, parce que lui-même, en tant que personne un peu diminuée, peut-être qu'il ne le sent pas, mais autour de lui, il y a des gens qui le poussent et qui certainement le poussent, vas-y, c'est toi le champion, en dehors de toi, il n'y a personne. Et voilà ce qui est arrivé quand vous voyez partout dans le monde, et surtout en Afrique, vous voyez même les Gabonais de la diaspora, c'est la honte pour eux de voir que dans leur pays,
Et bien sûr, ailleurs, ce n'est pas ça aussi, mais dans un pays qu'on voit le président, qu'on pousse comme ça, c'est pas du tout bien. Et certains en ont appelé au coup d'État. Et quand vous lisez beaucoup de réseaux sociaux, surtout les Gabonais, ils ont dit que beaucoup ont souhaité que si vraiment c'est Ali Bongo qui va passer, il vaut mieux un renversement. Et vous aurez constaté aussi que les scores du vote de la diaspora étaient beaucoup en faveur de l'adversaire de Ali Bongo. Donc c'est tout à fait normal ce qui s'est passé. C'est peut-être parce qu'on a encore besoin de quelques heures pour avoir des clarifications dans ce qui est en train de se passer actuellement à Libreville, parce qu'il y a une petite confusion, on ne sait pas trop où se trouverait Ali Bongo actuellement. Il y a plusieurs sources qui disent des choses différentes. Pour certains, il sera au Maroc, il y a 2 jours, pour d'autres, il est toujours au palais de Libreville. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'éternelle France dit suivre la situation de près. Oui, on a le sentiment aussi que ce qui se passe au Gabon aujourd'hui ne met pas beaucoup de personnes. Hein. On se dit, bon, c'est la fin de tout un système qui aura régné pendant des années au Gabon. C'est le régime Bongo qui est en train de céder la place finalement de farce quand même. Alors, Isidore, quel est votre avis à peu près sur ce qui se passe actuellement au niveau du Gabon? Non, on ne veut que déplorer les coups d'État, hein, par principe. Parce que les coups d'État ne sont pas salués. Et ça ne résout jamais le problème. Les exemples sont légion. Hein. Donc, mais ce qui se passe particulièrement au Gabon, ça pose un véritable problème de nos institutions. Et il me souvient que on fait un test avant d'être candidat. Oui. On fait un test de bilan de santé. Mais je ne sais en quoi Bongo, fils, est-ce qu'il a encore toutes ses facultés? Ça, rien qu'à le voir physiquement, il a diminué depuis son AVC. Et comment se fait-il qu'on n'ait plus retenu sa candidature? Il me souvient, des années plus reculées, on avait rejeté la candidature de Chikri Solumpio pour faute de maladie, ou cause de maladie. Mais quand vous voyez Bongo, fils, il a diminué. C'est une honte, comme le disait tantôt Francisco. C'est une honte quand vous discutez avec les Gabonais, et ils se disent que mais quelle calamité d'imposer. Est-ce que c'est lui encore qui gouverne? Je ne le pense pas. Beaucoup plus l'entourage. C'est l'entourage qui en profite. Et il voulait le maintenir là-bas comme une marionnette sur laquelle on tire les ficelles et il danse. Vous vous souvenez de cette image-là, quand il a fait la visite à l'Élysée, il allait tomber. Il a fallu qu'on puisse le relever. C'est pas normal. Ça ne donne pas une bonne image des Africains que nous sommes. Mais il y a encore beaucoup d'interrogations. Où est-ce qu'il se trouve? Oui. C'est ça. Si vous faites un coup d'État et que vous n'arrivez pas à maîtriser celui à qui vous avez fait le coup d'État, il a des capacités de nuisance. Bien sûr. Qui peuvent faire chambouler les choses, ou d'autres vont agir en son nom. Oui, c'est ça le danger qui nous guette. Donc le coup d'État en téléchargement, on va voir jusqu'à ce soir, on sera situé. Mais il paraît que la vie reprend petit à petit, on a rétabli. On a vu les images, on a rétabli. Des populations qui semblent applaudir, en tout cas une partie. Oui. Ils vont applaudir ce qui est en train de se passer au Gabon seulement. On peut aussi comprendre l'exaspération de ces Gabonais, Francisco le disait, vous l'avez dit aussi en partie, qui semble être un petit peu délivré d'un système qui les régent depuis des années. Vous vous rappelez encore de l'élection? Il paraît que la connexion Internet est rétablie. Donc ça veut dire qu'ils ont la maîtrise de la situation. Oui, c'est vrai. Non, alors, ce coup d'État, en tout cas,
ça cache quand même un mal beaucoup plus profond qu'on peut l'imaginer. Oui, bien évidemment, parce que il y a des régimes, disons, dictatoriaux qui dictent leur loi à la majorité des populations, et ça fait que lorsque des événements comme ça surviennent, un putsch survient, c'est comme une délivrance. Et la population sont en joie par rapport à ce qui se passe à Libreville. Les images qui nous sont parvenus montrent clairement une population en phase avec les militaires. En principe, généralement, sous des régimes durs comme ça, quand on proclame les résultats, c'est des coups de canon, c'est des coups de feu, c'est pour appeler la population. Et il y a aussi la réplique des populations. On brûle les pneus un peu partout, on érige des barricades, tout ça là. Aujourd'hui, Libreville, ce n'est pas l'image là. Non. Tout est calme, les gens sont contents, symbiose avec les militaires. Même les vidéos qui nous sont parvenues, les gens sont allés acheter des casiers de bière pour aller offrir aux militaires. Bien sûr. Ah oui, c'est comme une délivrance. Alors que les Gabonais sont friands du vin. Hein. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et outre cela aussi, moi, l'analyse personnelle que je fais de la situation, c'est que apparemment c'est comme c'est le moindre mal. Et ça a été soigneusement orchestré. Oui, parce que comment est-ce qu'on peut comprendre que juste quelques minutes après la proclamation des résultats, autour de 1h du matin, ils sont sortis. Voilà. Et ils sont allés dans une chaîne de télévision qui est logée même à la présidence de la République gabonaise. Tout à fait. Pourquoi il dit que apparemment c'est le moindre mal. C'est le scénario concocté, orchestré, peut-être dans un laboratoire bien connu, pour pouvoir... il faut attendre encore quelques jours. Il faut être prudent pour ne pas faire des analyses assez précipitées. Et moi, l'idée qui me vient, c'est que si, après la proclamation de ces résultats, si c'était vraiment quelque chose qui allait être de nature à aller prendre son cours, les militaires, ceux-là même, qui, avant même la campagne électorale, ont réprimé la population, oui. Vous avez souvenir, allait plutôt être derrière Ali Bongo et défendre. Donc, moi je comprends indirectement que le régime Bongo semble être lâché par certains lobbies. Et cela nous a, en tout cas quelques temps avant même la proclamation des résultats, on voyait un peu de fissures entre le régime de Bongo et certaines puissances ou bien certaines lobbies. Parce que le fait d'interdire RFI, le fait de couper Internet et tout ça là, et ça expliquait, France 24, ça expliquait qu'il y a rupture entre le régime Bongo et certaines lobbies que nous connaissons très bien. Ils voulaient faire les choses en catimini. Et bon, et ces lobbies aussi, n'oubliez pas, il y a eu des informations un peu confidentielles qui sont passées entre-temps. Il y a eu une réunion en France où la France veut récupérer le cœur des Africains. Et pour récupérer le cœur des Africains, il faut tout faire pour débarrasser les pays-là des dictateurs qui imposent leur volonté et qui semblent être conçus, perçus en interne comme des valets locaux de la France. Est-ce que la messe n'est pas encore dite? Non, c'est ce qui semble. C'est ce qui semble. Ils sont en retard. Oui, mais c'est un peu prudent dans les analyses. Donc, c'est ce qui a amené certains à penser que ce coup d'État semble être ce qu'il faut quand même faire pour, d'une manière ou d'une autre, garder certains intérêts. Oui, parce que ces 12 hommes qu'on a vus à la télévision tôt ce matin, ils disent avoir constaté une gouvernance irresponsable. Oui. Ils ont parlé d'une gouvernance imprévisible qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale et qui risque de conduire le pays au chaos. Alors, on peut se dire, mais attendez, là, on a le sentiment qu'il se réveille enfin. Voilà, subitement. C'est ce réveil-là qui est suspect. Oui. Et c'est ça qui nous amène à dire qu'il faut être un peu prudent dans les tentatives d'analyse et reconnaître que, au fait, c'est le moindre mal. Et il le fallait, et c'était prévisible qu'il devait avoir quelque chose au Gabon. Bon. Et c'est à quoi nous avons assisté ce matin. On va attendre, heureusement que ça... Encore. Et surtout, pas dans la zone il y a aussi un facteur très important. Vous allez évoquer votre facteur. On a dit qu'on a la certitude que la CEDEAO, ce qui se passe au Gabon là n'est pas dans la région de la CEDEAO. Elle ne s'y intéressera pas véritablement de la CEMAC. En réalité, qui va prendre le relais. Donc on a passé le ballon à la CEMAC. On attend ce que la CEMAC va dire, et puis on attend aussi ce que va dire l'Union africaine. Non, mon quatrième aspect, c'est que vous êtes allé trop loin. Laissez même ces organisations africaines.
pointer la France. Le Gabon, c'est un peu carré de la France. La France dit et pourquoi le ton a changé? La France a subitement perdu son latin. Ce qui s'est passé au Niger, ce n'était pas, de cette façon que la France a réagi. C'était avec vigueur et énergie. C'est la tête du client. Non, c'est plutôt, comprenez, lisez entre les lignes, vous allez voir que ce coup d'État semble ne pas être un vrai coup d'État, mais peut-être c'est pour sauver une situation. Un vrai coup d'État. Oui, bonjour Olivier. Oui, bonjour, cher ami Saint-Éric. Merci de nous avoir rejoints. Merci aussi à vous. Vous, comment vous percevez la situation là aujourd'hui? Bon, c'est le coup d'État, ou du moins le mandat le plus éphémère. Oui, ça dure à peine une heure. 30 minutes de mandat. Le troisième mandat, Ali Bongo a battu un record. Et donc, oui, bon. C'est une fois quand même. Donc bon, comment il faut analyser le coup d'État? Vous savez, d'abord, c'est quoi un coup d'État? C'est un renversement donc d'un pouvoir légitime par un soulèvement militaire. Vous savez bien dire renversement de l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel que l'on entend aujourd'hui. Oui, mais parfois, il y a quand même des présidents ou voilà, donc des chefs d'État qui se font des autocoups d'État. Ok, pour pouvoir, ou qui annoncent des autocoups d'État pour pouvoir renforcer ça, et comment dire ça, sécurité. On a déjà vu ça au Gabon. Même au Togo ici. Bon, enfin. Il y a des gens, on en a vu. On ne parle pas du Togo. Pour l'instant, on parle du Gabon. On va préciser aussi à l'endroit de nos auditeurs qui peuvent aussi participer au débat, nous envoyer pour le moment des messages SMS ou WhatsApp sur notre numéro. Ils savent ça, je peux vraiment le rappeler, c'est le 93 94 96 64. Allez-y, Olivier. Non, c'est pas parce que ce qu'on appelle un contre-feu. Donc on peut allumer un contre-feu pour pouvoir empêcher que le feu venu d'ailleurs puisse envahir la forêt. Et comment... Oui, bon, un passe-feu ou un contre-feu. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de... C'est un coup d'État qui me paraît très bizarre. Donc un coup d'État fourré? Bon, vu l'atmosphère qui entoure cela, ce n'est pas habituel qu'après un coup d'État, il y ait aussi, voilà, tant d'accalmie à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur, les réactions extérieures sont timides. Oui, et il n'y a presque pas de réaction pour l'instant. Sauf la Chine. Oui, sauf la Chine. Oui. Qui demande de préserver la sécurité physique d'Ali Bongo. Donc, ça déjà, ce sont des éléments d'analyse et d'appréciation. La réaction de la communauté internationale est trop timide. Attendu. Alors, il y a un auditeur qui dit, je demande humblement au parti UNIR, qui avait soutenu la candidature d'Ali Bongo de se relever et ramener Ali au pouvoir. Quelle honte pour l'Afrique. Et ça aussi, ça a été un élément qui n'est pas passé très inaperçu. Oui, bon, peut-être que le parti va sortir un communiqué pour condamner, pour condamner le coup d'État au Gabon. C'est pas l'habitude du Togo quand même. S'ils ont pu sortir un communiqué pour soutenir la candidature d'Ali Bongo, ils doivent rester dans leur logique. Ils doivent rester dans leur logique, sinon... Non, je crois que UNIR est un parti. Ne parlez pas au nom de UNIR, c'est ce que... Non, moi je ne veux pas parler. C'est la logique. Comme c'est un débat, c'est la logique. C'est une opinion, donc nous aussi on peut donner des contre-opinions. Ça doit être la logique, n'est-ce pas? Et vous voyez, ceux qui pensent que Ali Bongo va revenir, je crois qu'Ali Bongo est dans le même sillage que Mohamed Bazoum. Il ne reviendra plus, quel que soit pas trop tôt. Non, quelle que soit la nature de ce coup d'État. Mais ce qu'on va un peu condamner à l'armée gabonaise, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une armée qui a reprimé les gens au cours des manifestations électorales. Ça peut aussi insinuer la présence peut-être des éléments incontrôlés au sein de l'armée. Parce que vous savez, il y a toujours des partisans inconditionnés, que ce soit, il y a toujours les milices militaro-civiles dans ces genres de circonstances. Maintenant, l'armée aurait pu être proactive. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser proclamer un résultat, il devrait, avant
que la CENI, c'est-à-dire avant que ces civils, ces élites qui ont échoué, prononcent leur... Oui, voilà un élément. C'est vrai que j'allais évoquer le sujet, mais je vais laisser courir un peu le discours sur le soutien du PDG, au PDG. On parle du ministre. Au PDG. Oui, bien sûr. Voilà, donc l'armée aurait pu tôt agir pour que le vrai résultat des urnes soit donné au lieu d'amener peut-être une transition militaire pour après réorganiser des élections, puisqu'il y a forcément la vérité des urnes qui est là quelque part. Peut-être que c'est à cela que l'armée devait aboutir, au lieu de dissoudre ces institutions pour recommencer à zéro le processus électoral. Vous voyez, ça me rappelle, ces coupures d'Internet, je me rappelle, c'était au 4e, en 2000, je crois en juin 2012 à Abidjan, quand les gens parlaient du printemps arabe, on dit oui que l'Internet, les réseaux sociaux ont favorisé les choses. Et j'ai posé la question à l'époque de nous dire comment est-ce que l'Internet a pu réussir lorsque on coupe toutes les communications téléphoniques et autres. Je me rappelle le jour-là, le ministre de la communication de la Côte d'Ivoire, à la fin des travaux, était venu me tirer des côtés, il me dit, mais Togolais, vous êtes fort, hein? Mais quel est ce système qu'on passe une élection où les gens doivent savoir la vérité des urnes, où les gens doivent compiler les choses, communiquer, on décide de couper le droit des citoyens. Oui, c'est un droit, puisque les gens se sont abonnés. Vous coupez, regardez, 800 000 votants, qu'il faut passer 3-4 jours avant de proclamer... 800 000, c'est même pas de Lomé. C'est inadmissible, il faut que ça change. Et c'est une leçon aujourd'hui, vous pouvez avoir la plus forte base militaire française dans votre pays. Vous pouvez avoir comme ami le Premier ministre, le Premier ministre chinois, ou la Chine derrière, peut-être demain la Russie, si les gens décident et que la situation dépasse la normale, vous pouvez être déposé à tout moment. Alors, ce coup d'État, dit un auditeur, ce coup d'État m'a fait du bien ce matin. Hier nuit, je pleurais quand je voyais une vidéo des militaires en train de tabasser la diaspora gabonaise au Maroc. Le moment est bien choisi. Félicitations à eux. À qui le tour se demande donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit: les chefs d'État doivent-ils avoir peur de leur entourage de sécurité? Parce que ça part visiblement de la garde présidentielle finalement. Oui, qui est mieux quand même. Hein. Que dit déjà la CEDEAO? Non, enfin, la CEDEAO n'est pas intéressée par ceci parce que ce n'est pas dans sa zone d'influence. A-t-elle suffisamment de soldats pour intervenir à la fois au Gabon et au Niamey? Non, déjà c'est pas tout à fait ça. Oui, Olivier avant Isidore, le soutien que des gens ont apporté au PDG. Oui, je crois on a une demi-unir. Une formation politique peut avoir des relations avec une formation politique d'autres pays. D'accord? Et cette formation politique ne peut pas représenter le Togo. C'est-à-dire, si unir aujourd'hui, il y a un coup d'État, fait sortir un communiqué, ça sera par rapport au PDG du Gabon, pas par rapport au Gabon lui-même en tant que république. Je suppose qu'il y a le parallélisme des formes où entre partis politiques... La preuve, c'est pas le président Faure Gnassingbé qui est allé au Gabon. Non, c'est au nom du Togo qui a félicité la candidature de Togo. Pas le débat. Je vous donnerai la parole. Ça peut arriver, d'accord. Vous savez que UNI, par exemple, a des liens avec le parti communiste chinois. Ce sont des liens et au monde il y a des des regroupements en fonction des idéologies. Il y a des socialistes ici. Des socialistes, je sais pas. Donc ils peuvent avoir des relations. Ça c'est pas un problème. Il y a eu un problème au Gabon. Et les militants sont intervenus, ils ont déposé un président qui fait son 3e mandat. Il y a dans d'autres pays, on a déposé des présidents qui n'ont même pas fait un demi-mandat, comme au Niger. Donc, en réalité, j'estime que ce n'est pas encore le problème d'UNI de condamner ou de soutenir ce qui s'est passé au Gabon. Ok? Il peut au moins parler de son partenaire qui est le PDG et qui reste le PDG, à moins qu'on ait dessous le PDG.
et pour peut-être leur envoyer, voilà, donc des messages de, je ne sais pas si je vais dire de condoléances, de compassion. Non, je sais, mais je veux faire acquis de compassion, de condoléances. Ça, c'est normal. Mais se prononcer par rapport au coup d'État qui s'est passé au Gabon, de s'immiscer dans une affaire. Très bien. Non, je ne veux pas la pertinence de ce développement, toutes mes excuses, parce que je prends le mot de vous, on parle de paralysie des formes. UNIR est un parti au pouvoir, PDG est un parti au pouvoir, et ils soutiennent l'action du président de la République. On ne peut pas dissocier le positionnement d'UNIR par rapport à la volonté ou à l'équation personnelle du chef de l'État aujourd'hui. Comme on ne parle plus de ça, on dit au leadership du chef de l'État. Donc, ne faisons pas d'amalgame. Si l'UNIR se prononce sur la candidature dans un pays, c'est le parti au pouvoir qui se prononce. Et le parti au pouvoir est confondu avec la présidence qui soutient un président sortant. Donc, la logique voudrait que UNIR, on attend de voir si UNIR va condamner ce coup d'État. C'est tout ce qu'on dit. D'accord, très bien. Bon, nous savons que notre président est champion en négociation et que, il aime plutôt la paix, donc pour régler le problème entre les frères et pour qu'ils s'entendent à la fin. Je vous donnerai la parole. Il y a un auditeur qui nous dit que la France doit comprendre définitivement qu'elle a perdu l'Afrique. La démocratie en Afrique a du plomb dans les ailes. Les Africains ont maintenant les yeux ouverts avec la présence des réseaux sociaux. Il faut dorénavant que les autres pays de l'Afrique, surtout de l'Ouest, changent de politique. Il faut que tout le monde mange à sa faim pour que la paix règne. Acha Ibrahim. Non, mais il faut dire que le soutien apporté au parti présidentiel gabonais par UNIR, mon ami Olivier le disait tantôt, c'est des alliances entre les partis politiques. Et c'est normal que UNIR soutienne le parti d'Ali Bongo au Gabon lorsqu'il y a élection là-bas. Et vice-versa aussi, il peut arriver aussi que ce parti-là aussi, bon, non moins qu'il n'y ait, comme on le dit, en tout cas, implosion, peut aussi soutenir une candidature. Si c'est ce qu'on doit faire une révolution de palais, simplement. Bon. Le problème n'est pas voir en termes de révolution de palais ou pas. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que il y a un vent qui souffle sur l'Afrique. Un vent de libération, de souverainisme. Un vent que nous pouvons qualifier d'harmattan ou bien de mousson francophone dans les pays francophones d'Afrique. Les gens veulent se libérer du joug de la France. Et ce n'est pas forcément le sentiment anti-français, mais c'est le fait de tout faire. Parce que depuis ce matin, on n'a pas encore écouté ce genre de réaction, voilà, de sentiment anti-français. Voilà, c'est de sortir du diktat de la politique française. Le fait d'imposer certains dirigeants contre la volonté populaire. Le fait de truquer des élections pour préserver certains intérêts et les intérêts de certains valets locaux. Le fait de tout faire pour étouffer l'intelligence qui veut donner des lueurs d'espoir à la population. Donc, à un moment donné, il y a des panafricanistes sur le continent qui ont fait un travail extraordinaire sur les réseaux sociaux pour pouvoir éveiller les consciences. Les gens ont compris beaucoup de choses. Vous savez, quand on parle de l'accord secret défense que les États francophones d'Afrique ont signé avec la métropole, les gens n'avaient pas connaissance de ça. Mais une fois que c'est mis sur les réseaux sociaux, une fois que c'est vulgarisé, les gens ont compris que on était couillonnés. Les gens ont compris que l'Afrique, vraiment, on avait des, comme on le dit souvent, les nègres de maison qui soutenaient certaines, disons, ignominies sur le continent. Et ce qui amenait les Africains à ne pas se retrouver, ce qui amenait les Africains à avoir un retard en matière de développement vis-à-vis des autres qui sont des pays anglophones. Donc il y a tous ces paramètres-là qui amènent aujourd'hui certains militaires qui sont bien sûr dans des pays africains francophones, mais qui ont été formés dans d'autres pays, autres que la France,
qui comprennent de plus en plus les enjeux et se disent que mais il faut un repositionnement parce que la population attend aussi que l'armée puisse aussi prendre position pour que la mayonnaise qui est en train d'être fabriquée puisse prendre. Et c'est ce que nous remarquons actuellement. Et dans certains pays, vous allez voir que on commence par faire les jeux doux à des militaires et tout ça là, on commence par changer les commandements militaires, on commence par voir dans quelle mesure on peut mettre sous étonnant certains officiers qui sont à un moment donné vus comme des vrais bourreaux. Donc il y a des stratégies que les gens sont en train de nouer dans des palais. Des vrais bourreaux. Ailleurs on appelle des hiboux aux yeux. Donc il y a des stratégies que les gens sont en train de mettre en place pour vraiment contourner ce ouragan ou bien ce vent-là qui souffle désormais dans les pays francophones d'Afrique. Encore une question sur la situation au Gabon et on va passer à notre sujet. Bien, permettez que je lise quelques messages des auditeurs. Il y a un auditeur qui nous dit j'avais perdu tout espoir pour le Togo, mais subitement l'espoir renaît. Ce matin, chaque chose à son temps. Et c'est vrai, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit les putschistes viennent de parler pour dire que Ali Bongo est en résidence surveillée avec sa famille et qu'un de ses fils a été arrêté. Voilà, donc c'est l'information. On apprend aussi que celui qui a proclamé les résultats aussi, le président a été arrêté. Donc, cela va de soi. Alors, il ne faut pas se tromper. Un coup, c'était qui n'est pas encore commandé par la France. Contrairement au Niger, je n'ai pas trop bien compris le message, l'auditeur peut quand même reformuler sa phrase pour qu'on puisse mieux comprendre. Un autre auditeur qui dit ce qui me fait mal, l'Union du Togo a bel et bien vu l'état physique d'Ali Bongo, au lieu de lui dire la vérité, ils l'ont mis dans la honte. On dit donc cet auditeur, il y a un autre qui nous dit franchement je suis à l'aise, car si Bongo était élu, franchement moi je dirais simplement que tout le Gabon est souffrant. Depuis là que je dis l'Union africaine, et n'oublions pas qu'il y a une société d'extraction de mines françaises qui a lui aussi arrêté son travail pour soi-disant préserver la sécurité de ses employés. Voilà quelques messages qui nous ont donc été envoyés par les auditeurs. Vous pouvez toujours continuer par nous envoyer des messages. Mais attendez, ce qu'on est en train de voir sur le continent, avec des coups d'État à répéter, un coup d'État 2 même au Mali, un en Guinée, un au Burkina Faso, un au Niger, un maintenant au Gabon, est-ce que ce n'est pas révélateur de l'échec de l'élite? Je commence par vous, évidemment. De quelle élite? Élite africaine? Non, je ne le pense pas. Non, que les militaires en viennent à prendre le pouvoir. Oui, c'est parce que les civils ont échoué dans la gestion des nations. Est-ce que les civils ont échoué? Au fait, voilà, c'est la grande question qu'il faut se poser. C'est l'échec de nos dirigeants. C'est l'échec de nos dirigeants qui comptent sur la métropole pour pouvoir exercer ou faire subir la misère à leur peuple. Mais si nos dirigeants étaient bien élus et ont la légitimité du peuple, ils vont travailler pour leur peuple. Ils n'ont pas la légitimité du peuple, ils ont la légitimité de la métropole à qui ils rendent service. Et c'est ça, c'est l'échec, c'est ça l'échec en question. Mais l'élite est toujours là, sauf ce qu'on peut reprocher à l'intelligentsia africaine, c'est qu'elle assiste, bramballant à ces exactions. Mais l'intellectuel, c'est celui qui propose des solutions aux problèmes de sa nation. Mais on ne les sent pas. Ils se contentent de leur prébende, de leur poste, et puis bon, ils ne parlent pas. En principe, ça devait bouillonner. Ça devait bouillonner. Les intellectuels devaient déjà se positionner. Vous voyez Kakonou Bouko, on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer, mais il se prononce sur des sujets d'actualité. Ça peut lui valoir ce que ça va lui valoir. Mais c'est ça. On a fait par exemple, nos médias au Togo en Afrique de faire parler, surtout au Togo de faire parler
certains confrères universitaires. Voilà. Ça me parle de mais c'est à cause de leur poste. C'est compliqué pour eux. Il y en a qui sont francs et vous disent ça là, de moi ça, je ne peux pas. Permettez que je puisse quand même travailler. Voilà. Ils vous le disent clairement. C'est ça l'échec de l'élite africaine. Oui, en fait, à proprement parler, il n'y a pas échec de l'élite africaine. C'est plutôt l'élite qui se trouve au niveau des institutions qui doivent faire fonctionner la démocratie qui a échoué. D'accord. C'est la nuance qu'il faut faire. C'est la nuance qu'il faut faire. Parce que l'élite africaine, ceux qui se sentent vraiment intellectuels, pas des diplômés, eh bien, ils réfléchissent. Ils réfléchissent. La preuve, quand vous prenez les situations politiques qui se passent sur le continent, il y a de grands chercheurs, de grands professeurs qui donnent leur point de vue. Mais au niveau des institutions qui doivent faire fonctionner la démocratie, ceux qui sont là-bas comme élites qui doivent fonctionner, c'est à ce niveau qu'on assiste à de véritables sorcelleries. Parce qu'ils ne travaillent pas pour le compte de la majorité. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt général, mais ils travaillent pour des intérêts bien précis. Quand vous prenez les constitutionnalistes, quand vous prenez les juges constitutionnels dans les pays où il y a tripatouillage électoral, mais c'est eux-mêmes qui viennent avec des raisonnements vraiment à faire tomber, même le plus sain, faire des démonstrations bizarres, et vous ne vous retrouvez pas. Et ils se disent intellectuels. Vous voyez des gens qui ont fait le droit, qui maîtrisent bien les principes démocratiques, qui savent que 1 plus 1 égale à 2, mais qui subitement vont vous dire que 2 plus 2, qui devait donner 4, est égal à 0. Mais vous tombez des nues. Ce sont eux qui font des démonstrations pour vous convaincre. Ce sont eux qui tuent la démocratie en Afrique. Sinon, dans d'autres pays, il n'y a pas ce problème. D'accord, merci beaucoup, Charles. Oui, Francis, pour le sujet. Non, vous savez, ça dépend de là où les gens se trouvent et devant quoi ce qu'ils savent. Vous savez, on dit toujours que quand on aime une cause, on ne se donne pas un martyr. D'accord. D'accord. Oui, il faut voir la cause, n'est-ce pas, aboutir. Et quand vous savez que vous ne serez que le seul, à quoi bon? Je ne sais pas si vous voyez. Je prends par exemple l'ancien ministre Boko. Oui, François Akila Boko. À l'époque, oui. Ce que préconisait François Akila Boko, ne le laissons pas faire. Ne laissons pas le monstre naître. D'accord? Oui. Où on en est? Qui l'a soutenu? Alors que lui, il est même militaire. C'est aussi là notre problème. Quand quelqu'un veut sortir, même nous-mêmes qui sommes ici au studio, ce que nous vivons, qui nous soutient, c'est bonjour, bonsoir. Je ne sais pas si vous voyez. Le nom d'un arbre. Donc ce n'est pas tout le monde qui est disponible à se laisser aller. D'accord? Mais quand on aura forgé, disons, une masse citoyenne qui dit, quand nous sommes sortis à Décon, d'accord, on ne bouge pas si ça n'a pas changé. Mais quand, à partir du moment où, avec des traites, des trahisons qui rentrent là-dedans, c'est que la lutte est foutue. Et c'est ce que nous avons vécu jusqu'à ce jour. Quand, au Togo, il y a eu beaucoup de choses. Regardez, au début de la faute n'est pas que aux intellectuels. Regardez, au début de cette démocratie, regardez les professeurs Ninevi qui avaient dit démocratie d'abord, multipartisme après. Oui. Vous avez vu comment le peuple finalement a fini. Mais les gens, à l'époque, à la conférence, ils avaient déjà leur agenda, ils ont manipulé pour que le jeune avocat arrive. Et quand il est arrivé avec ses ambitions, aussi, vous voyez, mais beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Et des jeunes Togolais. C'est que c'est pas facile aujourd'hui quand vous demandez à quelqu'un de transporter un certain nombre de fardeaux. Parce que les trahisons, ça en a été du trop. Les Togolais ont beaucoup donné de leur vie. Et c'est ça peut-être qui empêche une mobilisation générale, d'accord, et ce qu'on parle
de l'élite, pour que les gens puissent sortir et aussi faire les débats, ça se faisait. Moi, je vais vous donner un cas. Je connais un certain professeur, Ekwe Adama. Oui. Ekwe Adama, on a fait le quartier du Massessé ensemble à l'époque, c'était une référence pour nous. Au début des années démocratiques 89 et autres, les conférences, débats, que ce soit au CCF, partout, Adama Ekwe a subi, tantôt enlevé, tantôt torturé, jusqu'à il a fini par un AVC. Mais après, qui connaît encore Ekwe Adama? Même organiser une journée scientifique en son honneur, c'est possible. Donc il y a des intellectuels qui se sont donnés, et autour d'eux jusqu'à la fin, les fortunes ont été diverses, et certains se sont dit, bon, allons-y changer la chose de l'intérieur, et c'est aussi difficile de l'intérieur que de l'extérieur. C'est un peu doux. Non, mais c'est doux, mais c'est parfois pimenté, parce que c'est pas évident. Les gens ne dorment pas. Les gens ne dorment pas. La plupart des professionnels que je connais, ceux qui travaillent, quand ils arrivent à la maison, mais ils n'arrivent pas à suivre la TVT. Ils commencent par somnoler dans le canapé. Enfin, ronfler. Et à ronfler. C'est pas évident. Merci beaucoup. Son téléphone ne doit pas se fermer. Olivier, sur ce sujet-là, si ce qu'on assiste aujourd'hui n'est pas aussi dû à nos grands frères. Oui, de toutes les façons, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent? On est en démocratie. Il a dit tout à l'heure à Tcha Ibrahim. On est en démocratie. C'est-à-dire que quand vous devez dire 2 plus 2 égale 4 et que vous dites 2 plus 2 égale 0, ça a un problème, ça. Vous savez, non, moi je crois que le problème de l'Africain, ou de l'Africain en général... C'est beaucoup plus profond que ça. Non. Ah, okay. C'est qu'on croit qu'on est en démocratie. Et qu'on va... On croit. Mais bien sûr, puisque si vous êtes dans un environnement, vous trompez. Par exemple, vous êtes au désert, vous vous trompez que vous êtes dans l'océan, bien vous êtes foutu. Vous faussez les calculs. Vous faussez les calculs. C'est-à-dire, on voit la France, on voit les pays occidentaux, les intellectuels sortent, ils font le travail et on croit qu'on peut faire ça en Afrique. Mais vous vous trompez. C'est-à-dire, l'équation est faussée. Donc, le résultat va être faussé. Est-ce qu'on est en démocratie? En Afrique en général, au Gabon, au Niger. Et est-ce que c'est vrai? Si on dit c'est vrai, alors les intellectuels peuvent faire le travail parce que l'environnement s'y prête. Mais si on me dit non, mais pourquoi vous voulez jeter des gens dans la fosse aux lions? Oui, bien sûr. Nous jeter, on a besoin d'eux au moins pour nous former. Qu'ils vivent, qu'ils garantissent leur intégrité pour pouvoir au moins aider nos enfants à être formés. Puisque dans l'histoire des pays africains, au Togo comme ailleurs, c'est pas qu'on n'a pas, les intellectuels ne sont pas engagés. Les gens se sont engagés maintenant. Entre l'engagement et le résultat obtenu, tirons des conclusions. Oui, mais non, si le résultat obtenu n'est pas ce qu'on attend, ça voudra peut-être aussi dire qu'on n'a pas travaillé suffisamment. Non, pas du tout. À moins qu'en effet, j'ai d'abord commencé par, comment dire là, en nous posant la question, est-ce que l'environnement s'y est? D'accord? Si l'environnement s'y est à un débat démocratique, allons-y vers un débat démocratique. Mais soyons sérieux, nous sommes des apprentis de la démocratie. Nous sommes en train d'apprendre la démocratie. Notre démocratie, bon, date d'à peine 30 ans. Par rapport aux démocraties occidentales qui font 300 ans, 600 ans. Parfois, nous voulons aussi aller vite en besogne. Les Occidentaux nous disent qu'il faut ramener la démocratie au Niger, mais c'est se foutre de la gueule des gens. La démocratie n'a jamais été au Niger. Je dis jamais. Le Niger n'a jamais été démocratique. Donc pourquoi vous parlez de démocratie? Parce que nous avons été à l'école, nous savons ce que c'est que la démocratie. Est-ce que nous avons la démocratie? En Afrique en général, non. Il y a des pays qui font des efforts. Mais il y a des pays aussi qui sont à la traîne. D'accord? Maintenant, j'aimerais quand même soulever peut-être un aspect de la chose que peut-être nous feignons d'oublier. Mais ce qui s'est passé au Gabon, excusez-moi de le dire, ne semble pas être un coup d'État, bon, classique. Ok?
c'est pas un coup d'État classique. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que on voit les gens se réjouir des coups d'État en Afrique. C'est le malheur. C'est-à-dire, c'est triste pour nous. Ça veut dire que nous sommes restés dans les années 50-60. C'est-à-dire l'Afrique est en retard. Beaucoup. Puisque si aujourd'hui, en Afrique, en 2021, on se réjouit de l'intervention des militaires dans la vie, non pas dans la vie, dans le processus politique ou du moins démocratique. Bon, moi je me sens clivé. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire, aux yeux du monde entier, les Africains sont au Moyen Âge. Ils sont pas dans l'histoire. Non, bon, ça je ne dirais pas. Mais on est au Moyen Âge, selon moi. C'est-à-dire, si on est contraint d'applaudir les coups d'État aujourd'hui, je ne les condamne pas non plus pratiquement parce que ça vient en solution à un problème. Voilà. D'accord? Comme en Guinée, il y a des coups d'État qu'on peut applaudir. Les chefs d'État qui violent leur constitution, ça c'est un peu dommage. D'accord. Merci beaucoup Olivier. Parce que je voulais comprendre aujourd'hui. Dire que l'Afrique ne peut pas connaître ou ne connaît pas la démocratie, je m'inscris en faux. Tout n'est que culture. C'est pas parce qu'on n'est pas tout transposé ou créé toutes les conditions avant d'exercer. Mais les grandes démocraties, on en a vu. On a vu ce que Trump a fait aux États-Unis. Qui peut imaginer? Non, si vu la réponse des institutions. Oui, voilà. Ayons des institutions fortes. Ayons l'état de droit. Donc on n'est pas en démocratie parce que non, je ne dis pas. C'est en construction. C'est au jour le jour. C'est une bataille de longue haleine. Et ceux qui l'ont commencé continuent toujours pas à y travailler. Donc ne disons pas, moi je ne veux pas faire l'autoflagellation ou dire que bon, on ne l'a pas, donc ça ne vaut même pas la peine de se prononcer. Il me souvient, en 2005, quand Feu Adema était décédé et que les militaires ont fait allégeance à Faure Gnassingbé, mais au moins il y a un intellectuel qui est sorti de nulle part. Qui ça? Mais juste à Javon, qui passait de radio à radio, que ça c'est un coup de force. À tel article, c'est ce qu'on veut des intellectuels, qu'on puisse se prononcer, être libre de plus 2 égale 4, ne pas dire que 2 plus 2 ça fait 0. C'est tout ce qu'on demande. Je voulais préciser par rapport au coup d'État, quand vous voyez les populations être contentes, faire symbiose avec les militaires oui, cela ne voudrait pas dire que c'est le cliché des années 60. Non. Les populations savent que les militaires, en grande majorité, l'armée est inféodée à ses potentats, à ses dirigeants. Et c'est la même armée qu'on utilise pour les brimer lorsque ces populations veulent revendiquer. Parce que les patrons de l'armée, voilà, ils ont des intérêts à sauvegarder. Des intérêts à sauvegarder. Donc ça fait que quand des militaires se lèvent pour faire le putsch, la population les suit parce qu'ils savent que c'est une transition. Ce n'est pas pour rester au pouvoir comme les Sékou Touré, ce n'est pas pour rester au pouvoir comme les Mobutu, ce n'est pas pour rester au pouvoir éternellement comme les autres. On va calmer comme non, la preuve c'est que les institutions demandent à ce qu'il y ait une transition. Et après la transition, retour de l'ordre constitutionnel. Vous comprenez? Donc, retour du pouvoir dans les mains des civils. Donc, les populations se disent que, pour le moment, c'est ce que nous avons, c'est ce qu'elles ont comme parade au régime dur, au régime inébranlable, au régime qui maintient tout le monde par la force. Il faut une force cathartique. Vous comprenez? Une force qui va venir raser l'établissement pour un ordre nouveau. Mais attendez, excusez-moi de vous contredire un petit peu, de mettre un peu de bémol, mais ce pays à la tête desquels se trouvent les militaires actuellement, est-ce que vous écoutez les populations, certaines populations dans ce pays-là? Non, pour le moment c'est la transition. Il y en a aussi qui disent qu'ils sont brimés par ce régime-là, militaires qui sont en place. Non, nous sommes tout à fait d'accord. Les Burkinabés sur les réseaux à longueur de journée, les Maliens... Nous sommes tout à fait d'accord. On ne peut pas faire le domaine. Quand vous voyez la population être contente, c'est pas parce qu'elles veulent des militaires au pouvoir. Elles se disent que c'est une transition.
c'est une parenthèse. Il faut briser l'épisode là est terminé. C'est pas qu'on juste un petit concert et puis on fait oui, s'il vous plaît, les coups d'État ne sont pas des choses encouragées, pas du tout bonnes. Parce qu'il y a une question de développement qui est... Ça n'a jamais développé un pays, ça ne peut pas développer un pays. Surtout dans les pays où il y a les conflits djihadistes, quand c'est toute la chaîne de commandement qui est renversée. Parce que, excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole, mais au Mali, les djihadistes sont toujours là, hein, malgré qu'il y ait les militaires. Oui, c'est la même chose. Au Niger, ils sont toujours là. Hein, parce que c'est les premiers éléments que ces gens, ces militaires ont mis en avant pour faire le coup d'État. Voilà, c'est ce que je dis. Et aujourd'hui, il y a certains carrément qui ne veulent pas qu'on communique sur ce qui est en train de se passer sur le terrain. Mais mettons-nous en tête que dans nos pays, il n'y a jamais eu un régime civil. Prenez toute l'Afrique de l'Ouest, même le Nigeria, celui qui vient de partir, qui a été remplacé le général. À la retraite. Oui. Est-ce que vous voyez, il n'y a eu que des militaires. Le Bénin. Même si vous voulez prendre même même si vous voulez prendre ça ne pose pas sur l'armée. Le cas du Togo, il y a toujours des exceptions. enfant de militaire ayant vécu pratiquement toute sa vie au camp, je me dis, et vous devez savoir qu'il y a des réflexes où même certains sont plus respectés que même des militaires, d'accord, puisque ont montré peut-être certaines aptitudes au cours de leur vie dans les camps ou peut-être au champ de tir. Bon, maintenant, et c'est ça qu'il faut mettre en tête, et il faut que les gens mettent dans leur gouvernance l'humain. C'est-à-dire que ceux qu'ils sont en train de gouverner, qu'ils sortent de l'orgueil de leur quotidien de gestion du pays. C'est ce que les gens veulent. Quand vous écoutez pratiquement toutes les chaînes, les gens sont pour les coups d'État. C'est parce qu'ils sont en train de narguer peut-être quelqu'un, une certaine France, ou ailleurs, c'est parce qu'ils sont en train de dire, regardez ce qui arrive aux autres, ça peut vous arriver aussi. En fait, c'est ça qui est la joie des gens, sinon ce n'est pas du tout, parce que les gens pensent que quand une armée va faire un coup d'État, que leurs problèmes sont passés, que c'est le bonheur. Aujourd'hui, je dis que les Africains, parce que depuis en consommation, on est en train de lire à qui le tout. Oui, parce que on dirait que finalement c'est un jeu amusant là. Les gens sont déjà, c'est un jeu amusant. Les gens sont déjà assis par terre. Et je dis, il y a des artistes qui ont fait révéler les choses dans nos pays. Midjole Lavagnon, travaille à Betiko, Fifiania et Kounyowa. Mais écoutez les artistes il y a quelques années. Aujourd'hui, les gens ont déjà fait le deuil de ce qui est public, ce qui ils n'attendent rien de la gouvernance et les gens se débrouillent. Donc par conséquent, quand de ces choses arrivent, les gens ils réagissent pour narguer, pas parce qu'ils sont contents que quelqu'un viendrait faire leur bonheur. Leur bonheur là, c'est déjà derrière eux. D'accord. Oui, le développement, je prends ça avec beaucoup de pincettes. Dire que tous les régimes sont militaro-civils, je ne le pense pas autant. Si nous prenons le cas du Sénégal, si nous prenons le cas du Bénin, mais depuis un certain temps, on voit que ce n'est pas des régimes qui sont inféodés aux militaires. La fois dernière, j'étais pas Cotonou, mais Porto Nouveau, mais j'étais étonné de passer devant la maison de Patrice Talon, à Porto Nouveau. Il y a une maison là-bas. Oui. Tu peux passer par là et tout le monde, les enfants jouent au ballon devant sa voiture. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne voyez pas toute une amarda de militaires qui entourent, comme on le voit dans des régimes militaro-civils. Ça, au moins, même son prédécesseur, Yahi c'est pas la maison privée, c'est pas le palais. Oui, c'est pas le palais. Mais ici, même dans la maison privée, mais tu ne peux pas y approcher d'1 kilomètre.
Ça, ce sont les régimes militaro-civils. C'est exagéré, mais... J'ai exagéré, mais... Oui, On va Quand nous prenons la route du GTA, on passe aisément quand même. Même si ta moto tombe à part, on va te demander de transporter. Il est 12h sur la radio Génial Taxi FM, nous sommes à Gare, hôtel d'information, avec le confrère Martin Pouzan, on revient juste après. Merci de nous rejoindre sur la radio Génial Taxi FM Lomé avec Acha Ibrahim, Isidore Sassou Akolo, Francisco Napo Koura et Olivier Adja. Nous allons évoquer ce sujet que vous avez évoqué, Isidore, hier dans votre parution Actu Express, unir le géant au pied d'argile. C'est une interrogation et ça fait référence à ce communiqué qu'on a lu tous ces derniers jours par rapport à Nyakade, l'ancienne ministre de l'armée, qui a été débarqué par rapport à son mouvement. Et quand on lit ce communiqué, on se demande, attention là, qu'est-ce qui se passe-t-il au fond? Oui, c'est au début. Est-ce que vous êtes revenu? Oui, au début, moi, je ne voulais pas m'intéresser à cette affaire parce que je me dis que bon, peut-être c'est une révolution de palais, hein, et que bon, peut-être c'est pour distraire l'opinion et que ce ne sera que... C'est pas ça. Bon, je m'interroge toujours. Est-ce que ce n'est pas une tapette dans un verre d'eau? Mais quand vous lisez et vous analysez les termes choisis, je me pose beaucoup de questions. Et quand un parti qui se dit le plus grand parti du pays se revendique des réalisations d'une association ou d'un mouvement qui était méconnu, qui est certes une aile marchande, et que ça crée problème, là, quand vous lisez entre les lignes, vous comprendrez que unir montre une stabilité, mais il y a une implosion qui ne dit pas son nom. Et ces velléités sont partout. Mais si certains arrivent... Parce que ce qu'on connaissait de UNI, c'est qu'il y a des gens qui peuvent ruminer des choses, mais jamais ils vont rien cracher. Voilà. Et cette fois, non seulement on rumine, mais on crache. Et on est dans une logique de défiance. Ah, oui. Voilà. Cette forme de résistance dont on parle aujourd'hui. Résistance. Et quand vous lisez à travers les lignes, vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce que la dame là a les reins solides pour affronter un train de 1000 tonnes? Sur quoi est-elle appuyée ou s'appuie-t-elle pour pouvoir faire cette déclaration? Je me souviens, dans un passé récent, le ministre de l'administration territoriale, je voulais parler de... Pascal Boudouna, le plus puissant de son État, qui dit qu'il valait, si on l'a chassé de sa maison, il ira construire sa hutte. Oui. La hutte n'a jamais été construite, aujourd'hui il est réduit en silence. Donc c'est des choses à ne pas prendre à la légère, et c'est pourquoi je me pose la question de savoir si UNI est le géant que nous voyons, mais au pied d'argile. Alors il y a un auditeur qui dit que ce communiqué ne veut rien dire. UNI n'a aucun souci, c'est de la diversion, les élections arrivent, c'est une nouvelle stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez, Francisco Napokura? Vous savez, ce dossier, j'ai déjà débattu sur le sujet, et comme l'a dit tout à l'heure le doyen, au départ, on pouvait croire à une diversion, comme l'a dit l'auditeur. Mais quand même, il y a des éléments de fond. Bien sûr, il y avait eu le cas Pacha. Nous reviendrons là-dessus dans nos prochaines parutions. D'accord. La guerre des frères. Et puis, il y a eu le cas Boudouna dont il a parlé. Et ben, vous savez, quand vous prenez les deux hommes, c'est des gens de pouvoir. Je prends le second, lui, il n'a fait que la politique. D'accord. Donc, quand il n'a plus rien à faire, et quand on le défait de tout, il ne peut que retourner à la maison. L'autre, lui, il est en prison. Mais celle-ci, elle a travaillé. Hein. C'est une dame qui a travaillé dans les banques. Elle a été même directrice de la BTCI. Et puis, IB Banque. Voilà. Et puis, elle est l'épouse, sinon une épouse, Nyassimbe. Ok, qui a
aussi également des enfants aujourd'hui d'assigner. Donc, ou bien c'est ça qui lui donne des ailes, qu'on ne peut rien lui faire. Oui, son mari aussi a été militaire. Je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons que... même son papa. Nous n'avons que des militaires avec nous. Vous pensez que c'est la France. Donc, les précisions dans des mots utilisés, les phrases utilisées, quand on voit comment les choses vont, vous allez voir que la semaine, bien c'est le samedi dernier, je pense, qu'il y avait eu même un mouvement des immigrants. Oui, à Kara. À Kara. Oui, c'est par rapport à cette histoire de casse un peu la foule, et ça rappelle ce qui s'est passé en 2018. Et quand vous voyez le cheminement, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est de la solidité dont on parle. Et puis, je fais référence toujours aussi à ce qu'on mobilise, à ce que le pouvoir mobilise, par exemple, quand on interdit, ou bien on donne les consignes, par exemple, au ministre de l'administration territoriale, de ne pas accorder, disons, du crédit à la DAM, quand on mobilise les moyens de l'État, dont la TVT, pour lyncher une militante, sinon une dissidente, et puis, mais autre chose, parce qu'il y a des institutions qui cadrent la chose, mais quand ces institutions ne parlent pas, ne redressent pas, c'est que il y a mouche quelque part. Parce que actuellement, l'unir ou bien unir n'a pas besoin d'une distension comme on est en train de le voir. Donc, on va s'intéresser plus à ce sujet pour voir réellement ce qui est en train de se passer. Mais il y a toujours quelque chose qui cloche ou quelque chose que la dame ne digère pas. D'accord. Voilà. Oui, Acha Ibrahim, juste un mot là-dessus. Le constat que moi je fais au niveau du parti UNIR est que c'est un parti qui est bien structuré, c'est un parti qui a ses règles de fonctionnement. Et quand vous vous écartez des règles de fonctionnement ou bien des principes de UNIR, on vous redresse. Ou soit on fait tout pour vous mettre à l'écart. C'est la discipline, c'est l'ordre. Quand vous ne respectez pas ces consignes, on vous met à l'écart. Donc pour l'association dont nous parlons, c'est une association qui s'est affiliée à UNIR. Et a toujours travaillé pour UNIR, pour soutenir la politique du président national d'UNIR. Et donc, cette association tombe directement dans l'escarcelle ou bien dans le patrimoine de UNIR. Quand du jour au lendemain, cette association veut sortir, en tout cas du patrimoine du UNIR, il va de ça que les tenants de ce régime, ou bien de ce parti, fassent aussi en tout cas, se fassent entendre pour recadrer les choses, pour dire que si vous, en tant qu'individu, vous voulez sortir de ce mouvement, ou bien vous voulez quitter UNIR, bon vent. Mais l'association est un patrimoine du parti. Je pense que c'est le mot d'ordre qu'on est en train de faire véhiculer. Quand je reviens de le communiquer, elle dit non, mais ça va bouillir, j'ai créé mon truc et oui, mais c'est à moi. Oui, mais à un moment donné, la dame a reconnu que le mouvement ou bien l'association travaillait pour unir, pour soutenir les actions du président national d'UNIR. Et le mouvement a beaucoup travaillé aussi dans la mobilisation des militants pour unir. Donc c'est une association de vue aussi que c'est une association qui appartient à UNIR. Donc on appelle LGSP, vous vous rappelez? Oui. Donc c'est pour unir. C'est pour unir, bien évidemment. Bien évidemment. Et ne nous voilons pas les faces. Les moyens viennent d'où? Nous ne voilons pas les faces. Elle a dit que nous ne voilons pas les faces. Elle a dit que c'est faux. Oui, mais ce que nous oublions, c'est que à chaque fois que quelqu'un est débarqué du gouvernement, soit il rumine sa colère, ou bien vous les voyez avec des mots qui en disent non. On dit que bon, on n'est pas d'accord, pourquoi c'est moi qu'on a sauté, pourquoi c'est moi qu'on a fait ceci, et finalement c'est des réactions comme ça. Bon, il y a des gens qui n'ont pas le poigne, qui n'ont pas vraiment ce courage d'exprimer ça publiquement. Mais si certains se trouvent dans des conditions, dans des prédispositions qui les amènent à pouvoir exposer ça publiquement, ça fait écho, et tout le monde écoute et ça avance. Mais ce qui est sûr que quand moi j'ai interrogé certaines personnes au niveau du UNIR, on m'a fait savoir que c'est rien du tout. UNIR est solide et UNIR évolue. D'accord, c'est pas un géant au pied d'argile comme tout à fait. Pensait quelqu'un. Oui, Olivier. Non, je crois que mon confrère... C'est pour divertir cette histoire-là de Nyakadé
je ne crois pas. Vous savez, c'est comme dans une famille, il y a toujours des problèmes entre les membres de la famille. Sinon, ce seraient des anges ensemble autour du Père céleste. Donc, il y a des... C'est Harakiri, quoi. Non, mais il y a toujours des problèmes partout. Et en réalité, ce qui se passe à UNI aujourd'hui vient un peu contredire ce qui avait l'habitude de se dire qu'à UNI, les gens sont brimés, les gens n'ont pas droit à la parole, il n'y a pas de liberté de penser autrement ou de dire des choses qui ne vont pas dans la lignée. Vous pensez autrement, on vous met dehors. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas appris qu'on a exclu Mme Nakadé. Oui, j'ai pas appris. Donc ça veut dire que... On ne vous exclut pas, mais... Non, vous avez dit qu'on vous met dehors. C'est-à-dire qu'on ne vous met pas dehors. Il y a plusieurs manières de vous mettre dehors aussi. Hein. Ah, mais légalement, c'est la manière la plus légale que nous on prend en compte en tant que journaliste. C'est-à-dire, s'il y a eu des actes... Quand vous montrez que vous êtes plus un hôtel. Non, mais laissez-moi quand même... Il n'y a pas un comité de radiation. Permettez Olivier de terminer. Non, mais on a des communiqués où, voilà, donc, UNIR a pris une décision, on comprendrait. Mais voilà quelqu'un qui est, je suppose, ou je la présente comme un cadre d'UNIR. D'accord? Ancien ministre de la République, cadre d'UNIR et proche de la famille Gnassingbé, sinon de la famille Gnassingbé, aujourd'hui est en rébellion depuis des mois et on ne voit pas... En rébellion? Entre guillemets, puisque c'est une forme de rébellion en fait. Et tout se passe bien. Vous avez souligné ce mot, rébellion, parce que quand on lit aussi son dernier texte dont on fait allusion, la dernière phrase elle semble assez quand même illustrative. Quand elle dit, eh bien, elle demande aux membres togolais de rester mobilisés. Écoutez, précisément, elle dit, visant donc le renforcement, c'est l'objectif du mouvement, hein, le renforcement des valeurs républicaines et la recherche des voies d'une gouvernance responsable. Au Gabon, on parle d'irresponsabilité dans la gouvernance, il dit, visons donc, recherche des voies d'une gouvernance responsable, saine et démocratique pour notre pays, le Togo. Oui. Alors, rapidement, on se dit, mais attendez là. Oui, non, mais elle est en rébellion dans un parti qu'on présente comme un parti fermé et qui n'est pas, voilà, qui n'est pas ouvert au débat contradictoire. Mais nous voyons qu'il y a un débat contradictoire. Non, c'est pas un débat contradictoire. Pardon, laissez-moi terminer. Il y a un débat contradictoire. Elle dit des choses. Elle est toujours membre du nez. Et pour le moment, vous savez, si c'était un parti politique de l'opposition, on l'aurait déjà exclu. Il y a des partis qui ont l'exclusion facile. D'accord? Le BK n'est pas loin de leur main. Il y a beaucoup qui se réclament, disent, mais ils n'ont pas de carte du parti venir. Et donc, ces gens... Pas dans le cas de Mme Nyakadé, parce que, entre guillemets, elle est de la famille. Entre guillemets, c'est-à-dire... Qu'est-ce que tu en sais? Mme Nyakadé est de la famille. Oui, mais on fait de la famille, n'est pas avoir la carte du parti. Oui, non, mais je veux dire que c'est au-delà même d'une... Il y a les partisans et puis il y a les sympathisants. Son adhésion est au-delà du parti. C'est dans les gènes. Bon, excusez-moi, au-delà. D'accord? Mais si quelqu'un comme Nyakadé est dans une posture de rébellion à unir et rien ne se passe jusqu'alors, je crois que c'est l'expression d'une démocratie enracinée ou naissante dans ce parti. Maintenant, ça je ferme rapidement la parenthèse pour dire que c'est une dame que je n'ai pas envie d'enfoncer. Sinon, elle a fait le gouvernement. Oui. Et elle n'a pas démissionné pour mauvaise gouvernance ou mauvaise gestion. Elle a été enlevée. Oui. Donc, si elle avait démissionné en critiquant, puisque nous avons vu des gens démissionner parce que les choses ne vont pas bien là, moi je vais applaudir parce que ça, mais moi j'ai l'impression qu'elle, c'est l'expression d'un mécontentement. Elle exprime un mécontentement et pour la calmer, il faut seulement la rappeler au gouvernement, vous allez voir qu'elle va retourner. Donc, en réalité, c'est en fait dans un verre d'eau. Achab venait de dire que c'est un parti UNIR stable. Je rappelle que UNIR gouverne, c'est pas la force. Et UNIR, le bureau de UNIR sorti de l'Assemblée générale de Tchélier, qui était même, c'est-à-dire un bureau provisoire qui a gouverné le parti, gagné les élections, jusqu'à ce que ce soit après les événements du 7 août 2017 de Tikouataba, qu'ils ont pu organiser un congrès. Et à l'issue du congrès, former un bureau, le bureau n'est pas
au complet jusqu'à ce jour. Ils n'ont pas pu nommer le secrétaire, le vice-président, de Kara. Donc ce n'est pas un parti stable et au complet. Pourquoi ils n'ont pas pu oser? Mais ils ont travaillé. Attendez. Non. Oui. C'est un parti qui n'est pas légal. Deux. On légal comment? Attendez. Il n'y a pas d'acte. Oui, je dis, le bureau est incomplet depuis la naissance. Et ce n'est pas, ce n'est pas normal. Si c'était un parti de l'opposition, on allait l'empêcher, écoutez-moi bien, on allait l'empêcher de jouir de ses droits. Et je dis, pourquoi le parti s'obstine à des résidus? Si on pense que le mouvement que Mme Nyakade a créé n'est pas un grand mouvement, n'est pas un mouvement qui peut faire ça veut rien dire. Mouche. Non, Attendez. Qu'au lieu de prêter les appareils de l'État à soutenir cette association, que les gens partent aller créer une autre association. Et laisser Mme Nyakade avec son association, si elle va être une coquille vide, qu'on puisse la voir coquille vide. Puisque quand vous lisez ce que Mme Nyakade a écrit, c'est ce qui se passe. Mais quand on séquestre les gens, c'est-à-dire que des fonctionnaires, on menace des gens d'exclusion, d'affectation, mais c'est punitif, ce n'est pas normal. Et nous ne devons pas admettre que nous soutenir, même si nous n'avons pas la force, soutenir des choses pareilles, qu'on utilise l'administration publique, qu'on utilise les appareils de l'État pour rendre compte, c'est-à-dire que pour régler des comptes à des concitoyens, des citoyens, ce n'est pas normal. Qu'on laisse les gens jouer leur rôle. Le manque, ce que le UNIR a manqué, sinon le RPT, UNIR, du RPT à l'UNIR. D'accord. Je dis qu'il n'y a pas eu de grande transformation. Tout ce qui a été elle marchand du RPT ont été ressuscités dans UNIR. C'était dissolution et fusion égale création. D'accord, ils sont passés avec même passer le temps, quand vous passez au siège de RPT là-bas, où on fait des réunions, il y a c'est un patrimoine. Ah bon? Mais fusion création. C'était un parti État qui nous appartient. Mais à un moment donné, après les années 90, c'est devenu un parti politique. Oui, non, un parti. Qu'ils aillent créer de nouveaux mouvements et qu'on cesse d'utiliser l'État, les fonctionnaires comme des pions, des fusibles à sauter, et ce n'est pas bon. Et le jour, ça peut se retourner un jour aussi contre ce qu'il emploie aujourd'hui, puisqu'il y a eu des gens que nous avons connus dans les gouvernements qui ont été... Je voulais faire une petite précision pour dire qu'une association n'est pas la propriété d'un seul individu. Une fondation, oui, bien sûr. Mais une fondation peut-être. Vous comprenez? Ici, il s'agit d'une association qui a été créée avec des fondateurs. Et à un moment donné, certains sont allés faire le congrès pour dire que nous destituons notre présidente. Quel est le problème là-bas? Et vous trouvez que c'est anormal? Mon ami, les partis politiques légalement constitués ont voulu faire juste réunion. Même les autres associations ont voulu faire réunion, on les a chassés, on les empêche, même des syndicats. Mais on a autorisé des associations, parce que ces associations sont affiliées au parti au pouvoir, pour aller faire la manifestation et faire un coup d'État comme vous l'avez dit. Non, c'est pas l'État qui autorise les adhérents ou les membres d'une association à se réunir. L'État va autoriser une association. Bien voulu vous. Mais votre association, vous vous réunissez, non, c'est l'État qui vous ne pas vous réunir. Donc c'est petit se réunir. Vous avez bien voulu vous écouter sur d'autres sujets, notamment ce sujet traité souvent par le confrère de Prière, des enjeux sur ce qu'il qualifie de gaspillage des biens de l'État, ces véhicules, ces nombreux véhicules d'ailleurs, des services publics qui sont abandonnés. Oui. Rapidement. Non, c'est un gâchis. En principe, ces véhicules-là doivent se retrouver au garage central. C'est leur lieu. Mais quand vous les voyez, même parfois dans les garages privés, même abandonnés, aux intempéries, on se pose beaucoup de questions sur les parties des ministères, on se pose beaucoup de questions.
Non, mais on les retrouve aussi dans les garages privés. Oui. Bon, on se demande, le garage central n'est plus opérationnel ou bien quoi? Non, c'est un patrimoine national qu'il faut bien gérer. Et donc, ceux qui sont... Il faut interpeller le directeur du garage central et peut-être celui qui a en charge la gestion du parc donc automobile national. On aura le cas de... Nous avons plusieurs fois appelé le directeur du garage central à mettre la main sur ces véhicules-là, que les projets PASA, PADA, PNEASA, PPAO, POPOTO, que le garage central, parce que vous allez dans des services, une seule personne à 3-4 véhicules 4x4 à disposition. Et il y a des ministres aussi qui ont 3-4 voitures aussi. Hein. Donc il faut aller, même les directeurs, ça devient personnel. Voilà, même les directeurs de service. Comme vous avez mis une plaque personnelle là-dessus. Maintenant, il y a un problème. Hein. Peut-être que ce sujet, il faut l'inscrire sur la semaine prochaine. On va c'est un sujet délicat, surtout lorsque l'État veut commander les véhicules. On ne prend pas des dispositions préalables. On va en parler la semaine prochaine. C'est vrai qu'il reste très peu de minutes, mais on pourra écouter un ou deux auditeurs rapidement sur le sujet de leur choix, enfin les sujets sur lesquels nous sommes revenus. On a abondamment parlé du Gabon. Alors le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler, c'est le 92 60 81 81. Premier auditeur, allô? Oui, alors bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur? Yohannes. Monsieur Yohannes, nous vous écoutons. Écoutez, pour le moment, concernant le coup d'État au Gabon, oui. On reste perplexe. Pour le moment, moi j'ai eu même à penser que la France, en voyant comment les choses se passent dans presque toutes ces anciennes colonies, il a voulu prendre les devants en organisant lui-même un coup d'État, sachant que Ali Bongo va encore faire un coup de force. Peut-être que Macron ne voudrait pas que ce soit des inconnus qui fassent un coup d'État, parce que c'était réellement prévisible au Gabon. Mais on souhaiterait vraiment que ce soit comme nous le voyons. D'accord. Mais je me dis, cette question de à qui le tour, ça se pose, on se le pose tous, mais franchement, sincèrement, pas au Togo. Merci pas beaucoup. Au Togo, parce que nous, au Togo, c'est que comment les militaires, c'est vrai, comment la situation au Togo, on pourrait souhaiter cela dans notre pays, mais je me dis, quand on voit comment nos militaires se comportent, moi je n'aimerais pas que ces personnes-là prennent le pouvoir un jour. D'accord, très bien. En tout cas, même si l'alternance politique n'est pas bien, que des militaires prennent le pouvoir au Togo, franchement je vous dis qu'on regretterait cette période où il pourrait encore là. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. C'est un effort pour que nos institutions soient fortes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on a compris le sens de votre pensée. Merci de nous avoir appelé. On peut prendre un dernier auditeur justement donc, qui pourra aussi se prononcer sur un des sujets qu'on a abordé ici. Il y a un auditeur qui nous dit par exemple, bon voilà, c'est pour nous féliciter en tout cas, allons-nous vers la fin des coups d'État électoraux en Afrique? C'est la question qu'il se pose. Allô? Non, bon. Bonjour. Bonjour, ici, comment allez-vous? Oui, bon, ça va. Nous vous écoutons, rapidement. On est là, oui, rapidement. Voilà, des coups d'État répétitifs, les révolutions de palais, ça commence, c'est ça qui a commencé hier au Gabon, par exemple. Tout ça là, il faut qu'on le fasse grâce de ces trucs-là. Coups d'État militaro-constitutionnel, tous ces trucs-là, il faut qu'on arrête. Hein? On est l'arrivée du monde, tu vois. Et c'est bon, quoi. Et puis, voilà. Et pour les casques, est-ce que on a besoin de ces trucs-là en ce moment? Cette histoire de casques où ils vont encore brutaliser les gens. Quelqu'un va rêver pour soutirer de l'argent à la population et il va sortir un truc. C'est pour ça qu'il faut alterner périodiquement dans une république. Hein? L'Afrique n'a qu'à arrêter ça. Il faut qu'on alterne. D'accord. Merci beaucoup. C'est ça que les gens règnent sur les gens. Merci beaucoup Daisy. Merci de nous avoir rappelé. On pourra plus prendre d'autres auditeurs. Alors, il y a un auditeur qui nous disent que disent ceux qui ont voté pour Ali? Enfin, maintenant, avec ce qui se passe, les frontières de la sécurité des chefs d'État vont s'agrandir encore. Elles iront d'1 kilomètre à 2 voire 3. Et le jour où ces mêmes militaires qui font le rempart
autour des palais présidentiels décide d'en finir avec lui, c'est vite fait et proprement. Il dit donc le visiteur, merci messieurs, merci à vous, merci aux auditeurs qui nous envoient des messages, on en a eu beaucoup comme toujours d'ailleurs, mais toutes les excuses pour ceux dont on parle lui, donc leur message, merci à vous, Isidore Sassoua-Kola, merci Olivier Adja, merci Acha Ibrahim, merci beaucoup Francisco. Quelqu'un m'a dit hier de vous appeler Francesco. Bon, donc je vais... C'est tout ce qui est franc d'ailleurs. Je vais dire Francesco Napokura. Merci à Gisto qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigateur, 12h45. Le journal parlé avec Hugues Vignon à Tico. Moi je me retrouve tout à l'heure à 13h avec Maître Florent Avocat pour parler de la spiritualité. Allez, à bientôt sur la radio.